Alors bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Bon, je commence. Allez. Donc, je m'appelle Marina Ramirez, donc je suis architecte fondatrice de l'agence Studio 1984. Donc, j'ai fait mes études à Barcelone, en Espagne, et je suis aussi enseignante à l'école d'architecture de Montpellier. Moi, c'est Jean Réau. Je suis aussi architecte associé de l'agence Studio 1984. Je fais mes études à l'école d'architecture de Paris-La Villette. J'ai fait un échange à l'école d'architecture du paysage à Montréal et j'enseigne à l'école de Rennes. Et Jordi Pimas, tout a été dit à peu près, mais architecte associé aussi à l'agence de Studio 1984. Je fais mes études à l'école de Barcelone et enseignant également à l'école de l'ENSA de Montpellier. Et par ailleurs, architecte conseil, c'est assez récent, mais on a par ailleurs, qui l'a pas dit, mais on vient d'intégrer le corps des architectes conseils de l'État. Alors, il est parfois difficile pour les jeunes agences d'émerger sur le marché de la commande publique. Quelle a été votre première commande et votre première expérience? Ouais. Bon. Du coup, la première commande, c'était, en fait, le processus, il a été assez long parce qu'on a commencé par participer à un festival des cabanes en Alsace. Du coup, après, pendant qu'on construisait cette cabane qu'on a construite de nos propres mains, on a entendu parler qu'il y aurait pas très loin de là-bas un concours ouvert. Donc, on s'est lancé sur ce concours ouvert. On l'a remporté et après avoir remporté ce concours ouvert, on a été invité à faire une réponse sur une procédure adaptée. Donc on a fait au moins une équipe, bureau d'études, etc. Donc on a répondu à cette procédure adaptée et après négociation, on a remporté la procédure adaptée. Donc tout ce processus a duré un certain temps, un an, chose comme ça peut-être. Et donc c'est comme ça qu'on a pu accéder à notre première commande. Donc finalement, c'est en fait toutes les préoccupations qui portaient ces projets politiques, entre guillemets, qu'on a remportées après dans un cadre un peu plus administratif. En fait, c'était des préoccupations qui occupaient déjà nos têtes et qui ont pris pas mal de positions lors de ces festivals des cabanes, dans lesquels voilà, on construisait déjà avec du bois local. Il y avait déjà toute une interrogation autour des filières, bois, utilisation des matériaux biosourcés. Donc on isolait en paille. Donc cette cabane qui avait été presque un manifeste de la construction écologique tel que nous on le sentait presque en sortant de l'école, a été l'occasion de nous faire un peu d'avoir un peu de visibilité dans la région, et c'est ça un peu qui a été, entre guillemets, la porte d'ouverture à cette concours d'idées. Donc ça, il y a une continuité théorique et intellectuelle, disons, depuis la première fois qu'on se lance presque en autoconstruction, articulé avec un concours d'idées, et par la suite, vraiment dans un cadre administratif beaucoup plus organisé, on va dire. Vous prenez l'utilisation de matériaux de qualité. À quel prix utiliser des ressources naturelles locales? Et comment éviter de s'enfermer dans un exercice de style? La question du prix, pour moi, est complexe. En fait, on essaye de réfléchir à cette relation un peu dialectique entre, en gros, coût de la construction, culture constructive, dans l'idée que l'architecte est capable d'influer sur ces dynamiques-là. À titre d'exemple, moi je pense que la manière dont le béton a pu avoir du succès auprès du grand public et auprès des entreprises a été en grande partie portée par les architectes et la manière qu'ils avaient de se saisir culturellement de ce matériau-là. Et je pense qu'aujourd'hui on est un peu à un moment de l'histoire de la construction où il faut s'impliquer dans ces logiques-là. Donc en faisant un bâtiment en pierre comme on a pu en réaliser un, on structure une filière, on montre que c'est possible, on arrive à convaincre des maîtrises d'ouvrage que c'est désirable comme avenir. Alors le coût induit des matériaux, il n'est jamais pris en compte. C'est-à-dire quel type de prospérité locale ça peut faire advenir. C'est-à-dire que finalement la commande publique, et d'ailleurs la commande tout court, mais la commande publique tout particulièrement, peut être un levier de structure de l'économie locale. Donc la question du coût, elle est à mon avis à mettre en relation au coût social, au coût environnemental, au coût paysager des modes de production. Donc c'est vraiment un peu ça qu'on essaye d'explorer. On assume d'être peut-être parfois pionnier, donc effectivement il y a parfois des surcoûts qui en réalité ne sont pas non plus complètement
dissuasif par rapport à tout ce que c'est qu'un bâtiment aujourd'hui. Enfin, en vérité, il y a tellement de choses qui coûtent cher dans un bâtiment aujourd'hui, c'est pas nécessairement le matériau de structure ou le matériau de bardage qui est en cause, quoi. Disons que la question de la temporalité prend une place assez importante dans nos réflexions. Et dans cette temporalité, il y a différentes temporalités. Donc déjà, la temporalité immédiate, quand on réalise un bâtiment, évidemment, on le fait dans un contexte économique qui est assez spécifique, mais c'est en faisant ces bâtiments aussi qu'on fait évoluer ces rapports, en fait, et ces contextes économiques. Et au-delà de ça, voilà, dans la temporalité, on pense aussi comment l'architecture peut être au service de l'articulation d'une économie, donc au travers la logique des filières, etc. En gros, il n'y a aucune évidence à ce que le béton armé soit pas cher. C'est un matériau assez complexe, assez gourmand en ressources, assez finalement technique à mettre en œuvre. Ce qui fait son coût, c'est sa très grande diffusion et son inscription dans les habitudes constructives. Et même la capacité que le béton, bon, pas que le béton, mais que, en fait, comment la manière dont, par exemple, toute l'industrie du béton s'est articulée aussi dans la simplification des méthodes constructives pour en faire devenir quelque chose d'extrêmement reproductible, c'est ça un peu aussi qui a baissé le prix. Donc finalement, le béton, qui était quelque chose d'assez artisanal, à fin de compte, est devenu quelque chose presque d'un produit industriel. Donc là, on vit une sorte de dichotomie qui nous interroge pas mal, quoi. Comment, par exemple, on peut aussi intervenir dans toute cette espèce de contexte et les faire évoluer. Comment convaincre un client ou une maîtrise d'ouvrage d'utiliser des matériaux plus nobles et donc plus chers? Il y a plusieurs choses. D'abord, en général, nous, on travaille dans le cadre de marchés publics la plupart du temps où on a quand même la main sur la question du budget. C'est-à-dire qu'on a effectivement un coût d'objectif, mais les arbitrages qu'on effectue à l'intérieur de ces coûts d'objectif nous appartiennent. Et donc, c'est pas tant de le convaincre d'utiliser des matériaux plus nobles, ou en tout cas plus vertueux, on va dire, que d'être capable d'arbitrer, nous, en interne, entre des choix architecturaux, des choix techniques, pour être capable de proposer, dans une enveloppe donnée, l'utilisation de ces matériaux-là. Donc, effectivement, on n'est pas nécessairement dans l'usage du porte-à-faux, mais c'est un peu la valeur ajoutée, elle est pour nous un peu déplacée par rapport à ce qui a pu être une architecture plus héroïque à une époque. Pour nous, c'est une forme d'héroïsme aujourd'hui d'arriver à construire de manière plus cohérente. Et donc effectivement, c'est des arbitrages, ça veut dire que ça implique une certaine forme de modestie aussi dans la forme, même si ça n'empêche pas de beaucoup composer les bâtiments. Au contraire, autour de ça, il ne s'agit pas de réduire la question architecturale à la question de sa mise en œuvre. C'est vraiment des choix culturels et architecturaux qu'on opère dans nos projets, mais par contre, c'est vrai que ça implique d'arbitrer en faveur plutôt d'une qualité de construction que d'un effet de style. Comment allier expérimentation du projet et recherche lorsqu'on est confronté aux impératifs économiques d'une jeune agence d'architecture? Donc pour faire tourner l'agence en même temps, c'est ce que vous voulez dire. Je pense qu'une des clés dans le fonctionnement de notre agence aujourd'hui, c'est le fait qu'on est tous les trois enseignants, donc on a cette ressource financière stable qui est derrière nous, et donc ça nous permet d'avoir beaucoup plus de risques, de choisir les types de projets dans lesquels on candidate et on veut participer. Donc, on a la chance, d'une certaine manière, de pouvoir, c'est pas choisir, parce que c'est pas forcément choisir, mais de candidater sur des sujets qui nous intéressent particulièrement et qui nous semblent intéressants pour pouvoir effectuer un certain type de recherche par les projets. Il faut être transparent sur le fait que ça a été quand même, sur le plan économique, assez difficile de créer cette agence et de rester focalisé sur ces sujets de recherche. En fait, on n'a jamais fait un seul projet alimentaire, mais le pendant de ça, avant qu'on se enseigne, qui est quand même quelque chose d'assez récent, ça a été quand même de sucer des cailloux pendant quelques années. Ça, je pense qu'il faut le dire et il faut être clair là-dessus. Cet engagement-là, il a un prix. Il a un prix, et ce prix, c'est quand même pas la pauvreté, mais en tout cas une certaine forme de sobriété dans les revenus, on va dire. Alors enfin, on a une question qu'on aime bien poser, c'est quel conseil donner aux étudiants et aux jeunes architectes?
Non, non, donc le conseil, c'est de dire pour ceux qui n'ont pas forcément des connexions, des contacts, de dire que donc c'est possible d'y arriver donc avec des travails, avec un peu beaucoup de difficultés, mais donc il faut pas perdre l'espoir. Et après, moi, je dirais quel conseil, c'est plus qu'un conseil, c'est un devoir, c'est de dire que quand on est architecte, on a un peu un devoir envers la société, donc il faut être conscient de cette responsabilité, mais aussi c'est ce qu'il faut se rendre compte pour les jeunes architectes, c'est qu'on a la capacité aussi d'empirer, de participer à des certains phénomènes qui sont pas bons pour la société. Donc il faut faire attention.